Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, c'est la rétrospective de la semaine. Alternance oblige à Congo Web Télévision. Après l'opposition, eh bien, nous avons la majorité présidentielle. Nous recevons le président de la Ligue des jeunes de la CCU, le parti cher à Lambert Médé, notre patron, je me permets de le dire, Thierry Mosenepo. Avec lui, nous allons analyser à froid, je le dis bien, l'information ou les temps forts de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Thierry. Merci beaucoup, Paul. Comment se porte la Ligue des jeunes? Parce que ces derniers temps, à la majorité présidentielle, on a l'impression qu'on met les bouillants. Est-ce qu'on n'avait pas peur qu'on change un peu? Vous êtes bouillant, ça va? Non, le problème, ce n'est pas être bouillant. Le problème, c'est d'être sur terrain. Parce qu'il faut maintenant faire le rappel des troupes. Il faut installer le parti à des endroits où on n'a pas touché. Il faut regardir les cellules dormantes qu'il y a eu. Parce qu'imaginez-vous que les élections dernières, c'était en 2011. Donc, ça fait pratiquement 7 ans. Donc, il faut que le travail, maintenant, soit un travail de terrain. Et c'est justement à ça qu'on est en train de faire. Surtout que maintenant, nous sommes dans le cadre des plateformes politiques, parce que souvenez-vous, avec la conditionnalité du seuil électoral, il fallait nécessairement se regrouper pour être plus fort. Donc maintenant, nous allons aller comme candidats au nom de nos regroupements. C'est quel regroupement? Et nous, à la CCU, nous sommes l'alliance politique CCU et Alliés. En sigle Vous êtes Alliance. avec qui? Est-ce qu'on peut savoir un peu? Il y a 9 avec partis qui? politiques, Oui. dont Congo Positif de Dieudonné Nkishi, dont le parti du porte-parole de la majorité présidentielle André Alaya Tundu, SONAD, PPDSC et d'autres partis. D'autres partis. Ouais. Maintenant, vous êtes implanté, maintenant, la plateforme est déjà implantée dans... C'est le travail que nous allons maintenant faire. C'est-à-dire que la déjà... capacité est à combien déjà? Si on met de 0 à 10, vous êtes à combien maintenant pour l'implantation? Parce que les élections, c'est à 6 pratiquement, parce que le problème, c'est que les partis politiques emmènent leurs passifs et leurs actifs au sein de la plateforme. C'est-à-dire que la CCU a une cartographie à elle, où il y a eu des implantations, où même en 2011, nous avons fait des députés. Et c'est cette cartographie-là que nous allons essayer de reconquérir en essayant de tâter d'autres terrains. Même chose avec SONAD, même chose avec Congo Positif, même chose avec le parti d'André Alain Tundu, qui vont apporter aussi leurs actifs et leurs passifs. Est-ce que vous ne phagocytez pas ces partis? Parce que avec cette histoire de plateforme, je me permets de le dire, on dit que les grands partis phagocytent les petits. Est-ce que la CCU n'est pas en train de phagocyter les partis d'Alain Tundu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas son parti et tout ça. Ils ne sont pas en train de phagocyter, prendre les beaux côtés, si je me permets, de ces partis-là aussi. Hein. Non, pas du tout. Ou c'est eux qui s'accrochent à vous, eux sont des phagocytes? Non. Nous sommes partenaires, on se tient les coudes. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun parti politique en RDC qui a réussi à faire la majorité seule au niveau de l'Assemblée nationale. Ni le PPRD, ni l'UDPS, même pas l'UNC? Non. La majorité à l'Assemblée nationale dans RDC, c'est 250 députés plus 1. Aucun parti politique n'a réussi à le faire seul. Ça signifie que la représentativité n'est pas sur l'étendue de la République. Il y a des endroits où on est fort, il y a des endroits où on est faible. Justement, les regroupements politiques que nous avons pu faire au niveau de la majorité, c'est en tenant compte des forces et des faiblesses de chacun. Par exemple, la Convention des Congolais Unis est forte dans certains quartiers à Kinshasa et pas dans d'autres. Congo Positif est fort au niveau de certains quartiers de Kinshasa et pas dans d'autres. On se complète dans ce sens-là. Congo Positif peut être fort au niveau du Kasaï à certains coins et la CCU au niveau du Sankourou dans certains coins. Donc c'est par rapport à ça que nous calculons et que nous allons ensemble. Merci beaucoup. Nous prenons donc le tout premier thème. Nous recommençons encore cette semaine, mesdames et messieurs, par l'Ebola. Nous commençons par le social comme la semaine dernière. L'Ebola frappe encore à nos portes. L'Ebola est maintenant dans la grande ville de Mbandaka et la peur pour la population quinoise est que cette maladie arrive à Kinshasa. Mais je sais que les moyens, comme l'a dit le gouvernement, sont déployés même à l'Organisation mondiale de la santé pour que cette maladie ne puisse pas atteindre Kinshasa et d'autres pays de la sous-région, les 9 pays voisins d'ailleurs de la RDC. Nous allons parler des mesures préventives par rapport à l'Ebola et évidemment nous allons parler aussi, comme nous sommes dans l'environnement, la santé, nous allons parler un peu de Gabriel Chabani qui a été plébiscité comme exemple contre la lutte de gaz à effet de serre. C'est à travers une mission ayant pour but d'évaluer la situation dans les zones affectées par l'épidémie
et d'apporter la solution à cette maladie que le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga Kalenga, était accompagné des représentants des organisations mondiales, notamment les docteurs Guy Franco Rotigliano de l'UNICEF, les docteurs Ala Rangar Iakwidi de l'OMS à Bikoro. C'est au cours de leur mission conjointe du samedi 12 mai dernier que le ministre de la Santé a souligné l'importance d'une bonne collaboration dans la réponse face à cette épidémie. Il faut que nous rassemblons les efforts possibles afin de mettre un terme de manière rapide et efficace à cette 9e épidémie du virus Ebola en RDC, a souligné le numéro 1 de la santé publique. Quant à ce qui concerne les mesures préventives, le docteur Oli Ilunga recommande à la population de l'Équateur qu'il faut nécessairement un lavage des mains dans tous les lieux où l'on se rencontre. Un autre élément important, c'est la sensibilisation sur les inhumations qui ne peuvent pas se faire comme avant, a-t-il renchéri. Le ministre de la Santé suggère que la meilleure façon de dissiper la peur, c'est de dire toujours que nous sommes ensemble. C'est une première en Afrique de voir un fils du terroir investir dans les véhicules électriques pour préserver l'énergie propre, s'est exclamé dans une déclaration Patrick Koller, patron du groupe français Faurecia, dans un document parvenu à l'agence congolaise de presse. Gabriel Chabani, c'est de lui qu'il s'agit, cité comme un exemple éloquent dans la lutte contre les gaz à effet de serre, très loin de notre continent, n'en demeure pas un fait de simple hasard. Cette reconnaissance émane des Faurecia, un groupe français d'ingénierie et de production d'équipements automobiles. Gabriel Chabani est la première personne à avoir introduit les véhicules électriques en République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le fait remonte à 2014 lorsque, comme dans un film fiction, les premières voitures 100% électriques sont arrivées dans la capitale congolaise, ce qui paraissait comme une utopie était une réalité palpable. Une fierté pour les Congolais, ce grâce à Gabriel Chabani et sa société Congo Electric Motors. Avant-gardiste et fin écologiste, Gabriel Chabani a anticipé en investissant dans les voitures du futur, conscient des enjeux tant écologiques qu'économiques. D'ici à 2035, tous les véhicules produits au monde seront électriques à en croire Glencore, une opportunité pour la République démocratique du Congo, première dans la production de cobalt au monde, de s'affirmer dans la fabrication des véhicules électriques. Quant aux enjeux économiques, la RDC marquerait des points s'agissant des recommandations du COP22. Au moins 350 000 véhicules seront équipés de la technologie des piles à combustible et d'ici à 2030, dans le cadre de la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre. Thierry Mosenepo, l'Ebola encore dans nos murs. Est-ce que cela ne démontre pas aussi, si nous devons élargir les champs, l'échec de la gouvernance de la majorité présidentielle aujourd'hui? Parce que c'est lié, hein, c'est lié à l'environnement, c'est lié à la pauvreté, l'Ebola c'est lié à beaucoup de choses. Est-ce que vous ne ressentez pas, vous êtes de la majorité présidentielle, je crois que c'est la 3e, 4e fois que cette maladie ressurgit. C'est pas un sentiment d'échec? Vous n'avez pas l'impression que c'est un sentiment d'échec pour vous aussi? Non, pas du tout. Parce que la fois dernière, avant cette fois-ci, il y a eu d'autres pays qui ont été touchés et nous avons vu le désastre que cela a causé. Mais en République démocratique du Congo, le gouvernement non seulement a réagi avant, mais nous avons aussi l'expérience par rapport à la maîtrise de cette épidémie. Le problème, c'est que les virus se métabolisent à chaque fois. Ils changent de position qui leur permettent de résister à certaines attaques, à certains antibiotiques qu'on leur donnait avant. C'est pour cela même, vous voyez qu'en Europe, des grippes aviaires reviennent avec des phases et des mouvements beaucoup plus différents que ce qu'ils avaient avant. C'est cela la réalité. En ce qui concerne le virus Ebola, le problème, c'est aussi la proximité des populations d'avec les grands singes, qui souvent sont porteurs de ces virus au niveau de la forêt équatoriale. Donc, Dieu merci. Le professeur Mouyambo, je crois que c'est le nom, Mouyembe, je crois, a carrément dit que ce virus est tellement sensible qu'il ne résiste pas à la chaleur. Donc, on peut consommer de la viande boucanée, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai lu. Oui, le problème, c'est que la cuisson élimine la plupart des parasites à cause de la température élevée. Mais le problème, c'est le contact, d'abord par les eaux hydriques,
il y a soit des extréments, des personnes atteintes qui passent par des rivières ou des cours d'eau qui sont réutilisés par les populations. Il y a le contact avec les malades, qui la plupart des fois sont des chasseurs, qui en forêt entrent en contact direct avec les grands singes qui sont porteurs de ces virus et reviennent avec en cité. Comme les gens ne sont pas suffisamment informés, ils entrent en contact avec... Ce n'est pas les conséquences de la déforestation, Thierry Mosenepo? Non, la pas du tout. La déforestation aussi, c'est impact sur cet Ebola parce que... Non, pas du tout. C'est simplement un virus qui, à chaque fois, fait des mutations. Il revient avec une forme différente et il faut adapter des traitements et des mesures de prévention par rapport à cela. Dieu merci que le gouvernement et l'OMS ont réussi à créer un corridor qui va permettre, je pense, à bloquer la maladie et à régler le problème. C'est déjà en Bandaka, hein? Il y a déjà des cas en Bandaka. En Bandaka et Kinshasa, il n'y a que le fleuve. Oui, j'ai fait déjà cette route sur le fleuve. Nous espérons vraiment que les choses vont aller mieux. Et moi, je fais confiance en notre gouvernement parce que nous avons déjà réussi à écarter ce danger qui avait frappé d'autres pays de l'Afrique. Mais la RDC s'en est bien sortie en tout cas. Peur que ce virus n'arrive à Kinshasa. C'est vrai que déjà hier, la toile avait chauffé. On a dit qu'il y avait déjà des cas d'Ebola à Kinshasa. Non, jusque-là, jusque-là, le ministère de la Santé qui communique d'ailleurs très bien sur cette question et informe la population au fur et à mesure, n'a pas communiqué sur des présences, des cas avérés avec des signes cliniques qui démontreraient que c'est le virus Ebola ici à Kinshasa. Pour l'instant, ces cas n'ont été répertoriés qu'à Mbandaka et bien en amont. Donc maintenant, je crois que le corridor qui a été créé va permettre à ce que le virus puisse être contenu et traité à ce niveau-là. Voilà, mais Thierry Mosenepo, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est la 8e ou la 9e fois que nous avons ce cas d'Ebola. Nous avons donc l'expérience. Mais beaucoup de Congolais se disent que nous négligeons un peu la recherche scientifique par rapport à cette maladie. Vous êtes de la majorité présidentielle, je me permets de vous attaquer. Pourquoi ce ministère de la recherche scientifique est presque dans les oubliettes aujourd'hui? Pourquoi on ne met pas le paquet dans la recherche scientifique pour éviter évidemment la résurgence à chaque fois d'Ebola? Non, là c'est vrai, c'est une recherche scientifique, mais plus encore bactériologique. Et je crois qu'il y a dans le monde entier des grands laboratoires qui font ces études. Et notamment pour la plupart financés. Pourquoi pas financer des chercheurs congolais par rapport à Ebola? Nous avons l'expérience. Bon, c'est la 8e, 9e fois que nous avons cette maladie. Il y a des pôles de développement de certains secteurs bien précis. Par exemple, aujourd'hui, vous n'allez pas vous plaindre du fait qu'un pays développé comme la Chine n'a pas un centre nucléaire aussi important que le CERN en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des fusions nucléaires que la Chine va pour faire ses tests au niveau du CERN en Europe. Donc, c'est des choses de collaboration dans le monde. Il y a des domaines de collaboration. Et justement, dans ce domaine de collaboration, la RDC a une expérience qui a permis aujourd'hui à l'OMS, notamment aux États-Unis, d'avancer des vaccins contre le virus Ebola. Et je crois que le gouvernement s'apprête, ou s'il ne l'a pas déjà fait, la première expérimentation de ce vaccin en République démocratique du Congo. Voilà, vous êtes un conducteur chevronné. Vous êtes pour la voiture électrique? Pour vous, c'est la voiture du futur aussi? Bien sûr, la voiture du futur, je ne pense pas. C'est déjà la voiture de maintenant parce que nous sommes en train de vivre un changement scientifique très important qui consiste aujourd'hui à ce que le magasinage d'énergie est devenu pratiquement la norme avec nos smartphones, avec nos télévisions. Il y a même aujourd'hui des ventilateurs électriques qui conservent de l'énergie. Donc c'est tout à fait normal que les véhicules aussi aillent dans ce sens-là, surtout que les émissions de gaz à effet de serre avec le CO2 sont grandement émis aussi par des véhicules qui utilisent de l'essence ou du gazole. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose à saluer. Et je félicite le DG Chabani qui a toujours été avant-gardiste, même en ce qui concerne la télévision. Chabani Record a été parmi les premiers à faire entrer des grandes technologies ici de montage vidéo, de production de clips vidéo. Et aujourd'hui, il innove avec les véhicules électriques. Je ne peux que l'encourager qu'il aille de l'avant. Le nerf de la guerre, ce sera le cobalt. Nous avons la plus grande réserve du cobalt du monde, mais incapable même de fabriquer une petite voiture comme ça. Mais nous avons le cobalt. Nous sommes toujours les derniers. Est-ce que l'Afrique restera pour vous, Thierry Mosenepo, toujours la réserve où les gens viendront puiser pour fabriquer ailleurs et nous revendre plus cher? Non, je pense que les choses sont en train de changer. Le plus grand problème qu'a connu l'Afrique, c'est des déstabilisations et des guerres, qui, comme vous le savez, sont des importations. C'est vrai qu'il y a aussi nos frères qui, malheureusement, sont les turiféraires de
impérialistes et des néocolonialistes. Mais nous sommes en train d'aller vers un moment où l'Afrique est en train de se prendre en charge et de comprendre que son développement dépend de lui-même. Les erreurs du passé nous ont beaucoup enseigné, notamment avec ce qui s'est passé en Libye et dans d'autres pays. Regardez aujourd'hui le courage qu'a eu le chef de l'État en ce qui concerne notamment le code minier, qui permet aujourd'hui à notre pays de pouvoir toucher des royalties plus importantes. Ils ne sont pas d'accord, vous avez vu leur réaction, ils sont en train de mettre la pression. Ils peuvent ou ne pas être d'accord, mais le chef de l'État dit que s'ils sont même prêts à prendre sa vie, qu'ils prennent comme ils en ont l'habitude. Mais en tout cas, cette fois-ci, c'est l'intérêt des Congolais. Nous sommes aujourd'hui à un moment très important de notre évolution en tant que pays. Nous avons eu des époques qui ont malheureusement conduit notre nation dans le gouffre. Mais depuis peu, petit à petit, nous sommes en train de relever la tête. Nous avons eu un président de la République qui a compris le mécanisme de fonctionnement de ces impérialistes et qui a permis de jouer l'équilibre entre leurs appétits voraces et les ambitions de la RDC. C'est justement en ce moment que nous devons bien réfléchir, nous Congolais. Soit nous consolidons ce qui a été fait en refusant de nous prêter à toutes ces provocations et ces tentations où on nous dit que nous pouvons brûler le pays, soit alors nous nous mettons ensemble pour que nous puissions avancer. Tout à fait d'accord avec toi, Thierry Monsenepo, mais comparaison n'étant pas raison, mais moi je me dis toujours que le Congo ne vit pas en vase clos. Le Rwanda aujourd'hui utilise pille nos richesses, eh bien, le Rwanda, je me permets l'expression, pille nos richesses, mais quand vous allez à Kigali, vous y allez de temps en temps, vous voyez comment Kigali est développé, quand vous y allez, vous voyez comment Kigali est propre, comment le Rwanda progresse. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu le pôle de plusieurs conférences. Aujourd'hui, quand on parle de Kigali, on parle du Rwanda, on a l'impression vraiment que le Rwanda émerge. Ce n'est qu'une impression, vous allez peut-être me contredire, mais eux n'ont pas ce cobalt-là, eux n'ont pas ce coltan-là, eux n'ont pas ce thor-là, eux n'ont pas ce manganèse-là. Comment expliquer aujourd'hui que la RDC recule et que le Rwanda, notre voisin d'à côté, avec le cobalt qu'ils volent, avec le coltan qu'ils volent chez nous, eux se développent? Je ne peux pas aller dans votre terrain quand vous dites que le Rwanda vole, parce qu'il n'y a pas... Certes, il y a eu des rapports des Nations Unies qui ont indiqué qu'il y avait des fuites de certains métaux de la RDC par la route du Rwanda, mais je ne peux pas dire que ce sont des voleurs. Il y a des éléments... Quel est le mot que vous avez utilisé? Parce que quel est le mot que vous... Non, il y a on ne vole pas, on pille, on fait quoi? Non, il y a des individus au niveau de certains pays qui commettent des gaffes, mais on ne peut pas dire que c'est un État qui organise le vol. Il y a des individus, et je pense que la justice internationale est là pour enquêter et mettre la main sur ce genre d'individus. Il y a aujourd'hui des indices qui démontrent par quoi le Rwanda est en train de monter. Mais il ne faut pas, comme vous avez très bien dit, faire des comparaisons là où ça ne tient pas. Vous n'allez pas comparer celui qui est censé gérer une piscine à celui qui est censé nettoyer un fleuve. Le Rwanda, c'est un pays qui a à peu près la circonférence ou la surface de la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo, c'est 80 fois la Belgique. Non, cela explique notre faiblesse, cela explique notre capacité à gérer. Les États-Unis sont grands. Vous allez aux États-Unis, vous avez vu la beauté des États-Unis. La Russie est grande, le Canada est grand. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous mettez toujours l'accent sur la superficie de la RDC. C'est pas même pas un handicap. Non, découpons le pays alors. Non, madame, c'est un élément. Mais disons-nous ceci, c'est comme si vous et moi, nous nous regardons maintenant, et les gens vont dire, pourquoi M. Thierry Monsenepo est presbyte? Pourquoi il porte des lunettes et pourquoi pas vous? Nous n'avons pas le même génome, nous n'avons pas grandi de la même manière, nous n'avons pas le même patrimoine génétique. C'est-à-dire que pour comparer la RDC, il faut la comparer à elle-même. Parce que nous avons notre histoire qui n'a rien à voir avec les États-Unis, qui n'a rien à voir avec les autres nations. Moi, je comprends par rapport à la superficie. Par rapport à la superficie, non, c'est un élément, mais allons au-delà. Les États-Unis, par exemple, déjà au XVIIIe siècle, étaient en train de vivre leur indépendance. Mais nous, pendant ce moment-là, un siècle après, nous étions en train de vivre la conférence de Berlin. Plusieurs années ensuite, près de 75 ans après, on était encore en train de vivre nos ancêtres se faire découper les mains. Nous avons connu ici des armées étrangères qui se sont battues dans notre pays. Ça ne fait pas longtemps, à peine 10 ou 15 ans, lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours à Kisangani. C'est des réalités que notre pays a connues, qu'aucun autre pays n'a eu. L'Allemagne a connu ça avec le plan Marshall. En moins de 10 ans, l'Allemagne s'est relevée. Mais dites-moi, quel est le plan Marshall qui a été soumis à la RDC? Le chef de l'État, Joseph Kabila.
tout a l'argent obtenu décidé... par le FMI, la Banque mondiale, qu'est-ce que vous en faites depuis 1960? Non, mais madame, on obtient des aides et des subsides. Je vais revenir sur ça. Le chef de l'État a décidé que nous puissions échanger nos matières premières pour des infrastructures, pour relier et créer un corridor multimodal de transport qui permette le développement du pays en un clic, même vers l'arrière-pays. Mais vous avez vu comment le FMI et la Banque mondiale se sont mis debout comme un seul homme pour régner ce contrat chinois parce qu'ils pensent que la RDC est une chasse gardée. Lorsque vous parlez des dons qui arrivent, mais vous oubliez que généralement ces dons-là ne viennent pas en cash. La plupart des aides qui viennent, c'est des programmes qui sont précis. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un programme de la CTB, la coopération technique belge, ils peuvent vous dire nous avons donné 20 millions d'euros à la RDC. C'est un exemple. Dans ces 20 millions d'euros, il y a peut-être 10 millions en matériel didactique qu'ils vont distribuer dans des écoles. 5 millions qui va partir dans la tenue des salaires, des fonctionnements, des Belges qui viendront travailler dans la coopération. Et les autres 5 millions, pas du tout. Et les autres 5 millions vont aller dans des aides ponctuelles. Donc ce n'est pas de l'argent qui vient dans le compte du Trésor public et qui est géré par notre ministre des Finances et du Budget. Pas du tout. Pas du tout. Nous allons parler du 17 mai, la date de la libération selon une certaine opinion, et pour les autres, vraiment, c'est une date à ne pas fêter. Je vais poser la question à Thierry Monsenepo. Pour une certaine opinion des Congolais, c'est la Nakba, c'est aussi pour nous, pour eux. Voilà, donc papier historique, nous allons essayer d'expliquer un peu cette date du 17 mai, et nous avons tendu notre micro aux Congolais, et surtout aux Quinois et Quinoises, qui nous expliquent un peu ce qu'ils ont retenu de cette date du 17 mai. Le 16 mai 1997, ce jour-là, le Zaïre tourne la page du léopard. Le lendemain, le 17, les troupes de l'AFDL sont entrées victorieuses à Kinshasa sans aucune résistance de forces armées zaïroises. Le 16 mai, l'histoire nous renseigne que le maréchal Mobutu s'est réveillé, la peur au ventre. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait infiltré depuis des semaines Kinshasa et les gros de ses troupes sont stationnés aux portes de la capitale. 10h30, c'est 16 mai, le convoi du maréchal Mobutu Sese Seko s'est frayé un chemin direction l'aéroport d'Ndjili. Le maréchal déchu a atterri à Badolite, son village natal. Mouzé Laurent Désiré Kabila, soutenu par ses parrains rwandais et ougandais, est pour bientôt. Le rebelle s'est trouvé déjà à Kenge, à quelques kilomètres de Kinshasa. Mais la bataille de la capitale n'a pas eu lieu. Sur recommandation américaine, les hommes de Kabila sont entrés dans la ville qu'après le départ de Mobutu Sese Seko. Le 17 mai, le Kadogo de Kabila, ces jeunes soldats aux tenues trop larges, aux bottes en caoutchouc noir, entrent dans Kinshasa en libérateur. Sur le boulevard Lumumba, les Quinois applaudissaient l'arrivée des troupes AFDL. Quelques Quinois interrogés ce 17 mai estiment que 21 ans après la chute du régime de Mobutu, la République démocratique du Congo ne décolle toujours pas. Le libérateur est venu. Il est venu nous trouver entre les mains d'un dictateur. Il nous a pris, il nous a libérés. Mais après son départ, le libérateur principal, aujourd'hui nous sommes en train de vivre le retour de toutes choses vers le point de commencement. Sur le plan social, il y a un recul total. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une mauvaise gestion. On a compris quelque part que le Congo n'est pas libéré, et de plus en plus la situation s'est empirée. Elle s'est empirée comment? Quand vous voyez la vie que mène le peuple congolais aujourd'hui, la fidèle devrait nous amener un changement, la libération par rapport à leur définition. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Nous sommes encore beaucoup plus cloués qu'autrefois. Une position qui n'est pas soutenue par cet homme. D'après lui, des avancées sont significatives. 21 ans après Mobutu,
il y a des avancées, il y a une nette amélioration, il y a la démocratie qui est en train de vivre en bonne et due forme. Il y a des élections qui se profilent à l'horizon. Nous avons voté en 2006, nous avons voté en 2011, on va voter encore à la fin de cette année. Donc 21 ans après Mobutu, le bilan est plus que positif. Rappelons que l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa mettait fin à 32 ans du régime dictatorial dirigé par feu le maréchal Mobutu. Thierry Monsenepo, que célébrons-nous réellement le 17 mai 1997? La libération ou l'occupation? En 97, c'était la libération. La libération parce que le Zaïrois de l'époque, à part les 200 familles qui étaient dans la cour du maréchal Mobutu, étaient des personnes qui étaient en train de survivre. Ils étaient sous la coupe de la mort chaque jour. Moi-même, ayant vécu dans cette époque et ayant déjà l'âge adulte, je sais ce que ça signifiait qu'être Zaïrois à l'époque et de ne pas être dans ces 200 familles-là. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que vous avez votre argent, à 11 h, vous allez avec au grand marché, on vous arrache ça devant tout le monde. Ça signifiait que vous achetez votre télévision, un de vos voisins signale à des militaires de la DSP, le soir on vient vous arracher. Ça signifiait que vous critiquez le régime à 16 h, à 17 h on vous arrête. Ça signifiait que vous êtes journaliste chevronné comme vous, Madame Paulette, vous critiquez le régime, le lendemain on vous retrouve mort. Il y a eu des cas comme ça, des journalistes exécutés, parce que leur presse a eu à écrire des pages ou des colonnes contre le maréchal. Rappelez-vous qu'il y a même eu un journal ici plastifié. On a placé des bombes dans une rédaction. Donc tout cela a été interrompu par l'arrivée de M. Laurent-Désiré Kabila, qui a donné un autre tournant à notre pays et qui nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes, c'est-à-dire dans les pas de l'émergence pour notre pays. Qui a lui-même appelé l'AFDEL un conglomérat d'aventuriers. Il s'est ressaisi à un moment pour nous dire que non, l'AFDEL était vraiment un conglomérat d'aventuriers. Et selon une certaine opinion, c'est lui qui a ramené dans ses bagages les Rwandais qui nous occupent aujourd'hui, est-ce vrai? Je ne pense pas que notre pays soit occupé par des Rwandais. Souvenez-vous que M. Laurent-Désiré Kabila a reconnu qu'il y a eu une aide de la part du Rwanda, mais que ces derniers ont commencé à croire qu'ils étaient les occupants de la République démocratique du Congo. Il leur a demandé de plier bagages et ils lui ont fait la guerre. Nous avons eu cette guerre pendant plusieurs années jusqu'à ce que nous nous sommes finalement libérés de cette situation. Donc il ne faut pas aujourd'hui penser que ça a été une trahison. Qui a déjà marché dans ce monde sans commettre des erreurs? Rappelez-vous que Nelson Mandela, qui est aujourd'hui pris pour le patriarche de l'Afrique, a eu à un moment à user des méthodes terroristes pour résister contre l'apartheid. Mais après lui-même a dit que ce n'était pas cela la voie. Il a suivi la voie de la réconciliation et du dialogue. C'est même ce qui a été la cause de sa séparation avec sa feu épouse Winnie Mandela. Donc, M. Laurent-Désiré Kabila a eu à avoir des appuis, des amis, et si ses amis l'ont trahi, ce n'est pas à Mouzé qu'il faut faire porter le chapeau, mais à ses amis traîtres qui n'ont pas compris que Mouzé était réellement venu pour libérer les Congolais. 21 ans après, quand ce Kinois parle des avancées significatives, selon vous, c'est quelle avancée? Multisectorielle. D'abord, j'ai aimé ce Congolais qui a parlé du point de vue démocratique. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que avait libéralisé aussi liberté... à 90, donc il ne faut pas... Déjà vers les années 90, nous étions quand même assez libres de critiquer Mobutu après la CNS. Vous pensez, l'éditeur du journal Nsemo, M. Kavulami Nsemo, a été tué en 93 parce que son journal, un quotidien, a eu à dire que Mobutu était togolais. C'est déjà après le discours de 90. Donc la démocratie de Mobutu était une démocratie fantoche. Et lorsque nous prenons les autres secteurs, nous voyons qu'il y a amélioration. D'abord sur le plan démocratique, je vous ai dit que j'ai apprécié les paroles de mon compatriote. Qui les autres qui ont dit que sur le plan social, c'est dingue. Qui a cité d'abord
les élections de 2006 et de 2011 et ces élections vers lesquelles nous tendons aujourd'hui. Sur le plan social, il n'y a pas à comparer l'époque du maréchal et cette époque. D'abord, le SMIC n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Ça existe, même s'il est moindre, mais ça existe. La vie du Congolais, franchement, Thierry Moserevo, la vie sociale du Congolais est meilleure que sous Mobutu. Oui, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est des institutions internationales telles que la Banque mondiale, telles que le PNUD, qui ont des thermomètres sur la façon dont le pays avance. Aujourd'hui, vous mettez l'accent sur ces impérialistes. Aujourd'hui, c'est le PNUD qui vous donne des pistes, des solutions. Non, on n'a jamais dit que le PNUD... Non, les Nations Unies, nous sommes sociétaires des Nations Unies. Ce ne sont pas des impérialistes. Non, pas du tout. Les impérialistes, on les connaît. C'est toutes ces forces qui cherchent à démanteler le Congo. Les Nations Unies, nous sommes membres des Nations Unies. C'est notre, je dirais, en français facile, notre truc à nous tous. Donc, il y a des indices aujourd'hui qui prouvent que le Zaïrois de l'époque avait même une espérance de vie moindre que le Congolais d'aujourd'hui. La situation du Zaïrois de l'époque, qui vivait sous l'inflation, qui vivait sous l'insécurité, qui vivait dans l'alphabétisme, qui vivait dans la mortalité infantile à un niveau inacceptable, qui vivait dans un système sans banque. Mais 6 millions de morts, ce n'est pas sous Mobutu, hein, tout de même. Non, les 6 millions de morts, c'est pas sous Mobutu. Les 6 millions de morts. Les femmes violées, c'est pas sous Mobutu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les mains coupées, ça c'est le roi de Belge, mais quand même, il ne faut pas dire que tout est rose aussi sous Kabila. Non, non, il y a une différence. Il y a des erreurs commises par un régime et il y a des calamités qui vous sont imposées par les circonstances extérieures. Les erreurs commises par les régimes, c'est la zaïrénisation, c'est les 2 pillages, c'est la déstructuration des entreprises publiques, c'est l'inexistence d'un système bancaire. Kabila n'est pas Mobutu Light aujourd'hui, parce qu'on dit que Kabila aujourd'hui est en train de refaire exactement ce qu'a fait Mobutu. Pas du tout. Lorsque vous parlez des 6 millions de morts, dans des entreprises, vous avez vu aujourd'hui les membres membres du PPRD, les membres d'une société de la place qui ont adhéré au PPRD, on a vu. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le clientélisme qui bat son plein, c'est l'impunité. Aujourd'hui, Jeune Afrique a eu le courage de dire que Kabila et Mobutu Light, ils font les mêmes choses aujourd'hui. Pas du tout, madame. Si vous le dites, c'est très grave, parce que aujourd'hui, lorsque vous dites qu'il y a des membres des entreprises publiques qui vont appartenir à un parti politique, il faut se poser la question si la déontologie de ces entreprises le leur interdit. Mais je préfère encore ça, que quelqu'un décide en étant adulte d'aller dans un parti, que comme c'était à l'époque, fœtus, on était du impair. Mais vous avez dit que les erreurs du passé doivent nous apprendre quelque chose. Justement, c'est pour cela aujourd'hui les fœtus ne sont pas de la CCU. Donc, lorsque vous observez les 6 millions de morts qu'il y a eu en République démocratique du Congo, c'est à cause des guerres qui nous ont été imposées et la communauté internationale a sa part de responsabilité. Notamment en ayant permis qu'en 1994, qu'il y ait eu des FDLR qui entrent sur le territoire national avec des armes de guerre. Notamment en ne sévissant pas sur des armées étrangères qui se sont battues sur le territoire national congolais. Ça, c'est des réalités qui n'ont rien à voir avec un régime. C'est des calculs géopolitiques et stratégiques des impérialistes sur une nation parce que le calcul était de balkaniser le Congo. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'au 17 mai 1997, c'était la libération des Congolais. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le Congolais vit mieux que le Zaïrois de l'époque, puisque moi-même, j'ai eu la chance d'être et à la fois Congolais et à la fois Zaïrois. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vis mieux sans être membre des 200 familles ou de familles quelconques. Je suis d'origine modeste. J'ai taillé partie de l'oligarchie aujourd'hui. Si ce n'est pas trop personnel, vous faites aussi partie de l'oligarchie kabylienne, non? Pas du tout. Pas du tout. J'ai taillé mon chemin dans la roque. J'ai travaillé durement grâce au système bancaire qui existe aujourd'hui. De la Kabylie, si je me permets, parce que... Pas du tout. Pas du tout. Même pas des petits appuis et tout ça. Je suis devenu président de la Ligue des jeunes de la CCU en 2015. Communicateur de la majorité en 2016. Avant ça, j'étais journaliste et patron de presse. Je n'avais rien à voir avec la politique. Mais ça m'a permis de monter mon entreprise avec un crédit d'une banque commerciale de la place en hypothéquant la parcelle de mes pauvres parents. Donc, lorsque vous me dites... Lorsque vous me dites que c'est grâce à un positionnement politique, je vous dis que non. Le choix que j'ai eu à faire, c'est parce que j'ai vu que moi, Moussa Kata, venu de nulle part, aujourd'hui devenir
patron d'une société, donner du travail à des Congolais, grâce à un système établi dans ce pays par Joseph Kabila, alors il faut que j'appuie ce régime pour que d'autres Moussa Kata, d'autres Ngwandi, d'autres Ngwaka, d'autres Yombe, comme moi, Congolais, puissent aussi profiter de ce système pour aller de l'avant. Voilà. Nous prenons un autre angle, mesdames et messieurs, les partis politiques, point de presse du groupe UNC Allié et le point de presse de l'UDPS Tshibala. Dur comme fer, pince sans rire, le secrétaire général de l'UDPS Tshibala a devant les professionnels des médias locaux et internationaux invité les groupes dirigés par Félix Tshisekedi et Valentin Moubaké à rejoindre Bruno Tshibala. Et nous avons manqué beaucoup d'occasions dans le passé pour gouverner parce que justement les choses ne se faisaient pas dans les règles. Tshibala ne s'est pas précipité. Les voix se sont levées au sein de l'UDPS pour réclamer la tenue du congrès pour organiser la succession de Tshisekedi. Dans les 30 jours d'abord. Qui n'a pas vu, allez vérifier, qui n'a pas vu tout ce monde-là pour leur demander, mais les jours sont en train de passer. Quand est-ce que vous allez organiser le congrès de succession? Après les 30 jours, les juristes sont là. En matière de prescription, en matière de délai, ça ne badine pas. Est-ce qu'il avait qualité de convocation? Une autre question. Donc, ils avaient 30 jours pour organiser ce congrès de succession. Ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, ils n'avaient pas qualité. Ils devaient mettre en place les deux autres. Parce que Tshisekedi avait bien préparé les choses. Il avait très bien préparé les choses. Un seul individu ne pouvait pas décider. À en croire Raymond Kaumbu, dès lors que le ministère compétent vient de réhabiliter l'UDPS du 15 février 1982, il est logique que les autres UDPS X ou Y n'ont plus de raison d'exister. Ces sorties médiatiques. Élu décalé dans le sud Kivu, Grégoire Mirindi estime que seule la centrale électorale connaît le secret de la machine à voter, son utilisation et son maniement. La crainte est fondée dans un contexte où son usage concernerait 3 scrutins combinés et dont les déficits de transparence pourraient embrasser les pays. Les élections étant un domaine par excellence de concertation des forces politiques et sociales, requiert au préalable une explication publique des aspects et des modalités que tout électeur doit connaître sur le déroulement du processus électoral. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Au stade actuel du processus, seule la CENI connaît l'opportunité et les raisons d'être de cette machine à voter. Et là, on connaît l'origine, les mérites, les failles, les maniements, les prix et les secrets. Après avoir longuement abordé la problématique de la légalité de la machine à voter, les parlementaires UNC alliés qualifient d'illégale cette machine et invitent Corneille Nangaa à recourir au bulletin papier. Thierry Monsenepo, l'UNC l'a dit, la CENI n'organise pas les élections pour elle-même, elle organise les élections pour la population. Et l'UNC, qui draine derrière elle, je crois, une grande frange de la population congolaise, dit non à la machine à voter. Elle préfère les élections classiques avec un bout de papier, si je me permets, un carton. Pour vous, cette machine-là, pourquoi ça suscite toujours autant? Pourquoi les gens n'ont pas confiance en cette machine à voter? En fait, si la terminologie est même exacte. Non, madame, au-delà de la machine, c'est que les gens ont peur des élections, ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Ils savent que les Congolais ne vont pas leur accorder leur confiance. C'est cela la réalité. Même l'UNC qui draine des foules, madame, on voit à l'Est, on voit à l'Ouest, on voit quand madame, on fait des meetings quand même, Thierry Monsenepo. Le 5 décembre, lorsque Corneille Nangaa a publié le calendrier électoral, le soir même, ce même parti politique et leurs alliés rejettent le calendrier.
Le 19 décembre 2016, ils étaient dans la rue pour dire que c'en était fini. Il fallait les élections maintenant, là, le 16 décembre 2016. Mais pourquoi aujourd'hui c'est la machine à voter qui pose problème? Encore qu'il faut savoir une chose, c'est que nous avons une CENI indépendante, constitutionnellement reconnue qu'elle a une indépendance dans la technicité pour les élections. Nous étions aux discussions directes à la SYNCO avec l'UNC et ses alliés. On a tous demandé à la CENI de trouver la possibilité de gagner du temps pour qu'on aille très vite aux élections, de réduire le coût et de rendre beaucoup plus fiable le processus. La CENI a trouvé l'idée de la machine à voter, qui est une conception des Congolais. La maison Miu en Sud-Corée n'a fait que implémenter et traiter le système hardware, c'est-à-dire la machine elle-même. Mais la conception, elle est congolaise. Pour régler quel problème? Pour régler le problème du temps. Parce que l'impression des bulletins prend énormément du temps. C'est ce qui a permis que nous puissions aller des 504 jours à 306 jours. Mais cette machine est même récusée chez les Coréens eux-mêmes. Quel Coréen Mais comment un Coréen peut récuser une leur machine? CENI a dit que non, ça ne va pas. Est-ce que ça concerne leur CENI? Comment les Coréens peuvent refuser une machine qui ne les concerne pas? Mais c'est conçu chez eux, ils comprennent les failles, ils connaissent que c'est plus facile à tricher. Même en Irak, dernièrement, ils ont dit non. Il y a plusieurs pays qui ont utilisé ce même système. Ce n'est pas la même machine, ce n'est pas le même système. Nous ne sommes pas dans un système de vote électronique. Parce que le papier en dur existe. Qu'est-ce qui s'est passé en termes clairs et simples? Donc cette machine à voter, il faut expliquer vraiment que les gens comprennent. Cette machine à voter est simplement une imprimante. C'est une imprimante de bulletin de vote. C'est-à-dire quoi? La grosse imprimerie qu'il y a en Afrique du Sud ou en France, qui devait imprimer tous les bulletins de vote, a été miniaturisée et placée dans le bureau de vote. Et l'imprimeur, c'est lui-même le votant qui vient imprimer le bulletin qu'il va ensuite glisser dans l'urne. Il n'y a rien qui se cache. Quand maintenant les gens disent, qu'est-ce qui se cache? Parce que vous, Paulette par exemple, vous allez sûrement voter le ministre Mende comme votre candidat député national. Vous voyez le visage du ministre Mende. Et quand vous allez dans l'urne, ça se transforme en visage de Gabriel Chabani. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Quand les gens disent que la machine va tricher, elle va tricher comment? Parce que c'est l'électeur lui-même qui va devant la machine, qui utilise l'écran tactile pour chercher son candidat et clique. Lui-même introduit le bulletin de vote dans la machine, qui imprime son choix sur le bulletin, il le retire et va le glisser dans l'urne. Si tu as même du mal à utiliser l'écran tactile, il y a une tablette électronique à côté, numérique, où vous tapez le numéro d'ordre de votre candidat. Et cela va imprimer. Regardez, madame, que le ministère de l'Intérieur vient de publier la liste. Ce système a déjà été utilisé aussi? Nulle part. Nous sommes les premiers à utiliser cette machine à voter. C'est une conception congolaise. C'est une innovation. Le ministère de l'Intérieur vient de publier la liste des partis politiques et des regroupements. Prenons ne fût-ce que la fourchette des partis politiques. 500 partis politiques. Imaginez si on était, avec ces 500 partis politiques, chaque parti aligné les candidats pour les 500 sièges qu'il y a à l'Assemblée nationale. Nous en serions pratiquement à 250 000 candidats. Je vous assure que même cette table n'allait pas avoir un bulletin de vote de cette taille-là. Mais on ne peut pas résoudre ce problème en amont en refusant de... En refusant, justement, en France, les mécanismes... aux États-Unis, il n'y a pas autant de partis. Pourquoi nous, on permet qu'il y ait 500 partis politiques? Puisqu'on sait que pendant les élections, ça poserait problème. Les mécanismes qui ont été avancés, cette fois-ci par les députés, notamment le seuil électoral, notamment le cautionnement pour être candidat, l'élévation de ce prix, tout cela va permettre de réduire les candidatures fantaisistes. Mais ces plateformes-là ne peuvent pas devenir carrément des partis politiques. Justement, mais il faut y aller étape par étape. Déjà, la création des plateformes permet aujourd'hui de fédérer les partis politiques, puisqu'il y en a aujourd'hui 77 reconnus. 77 reconnus. Oui, et les 288 partis politiques qui composent la majorité présidentielle se retrouvent dans 12 regroupements politiques. Donc cela est une avancée significative. Mais aujourd'hui, dire que la machine à voter doit être écartée et qu'on revienne sur le bulletin de vote classique, cela va nous prendre plus de temps. Donc ça signifie que ça prendra à peu près 9 mois. Parce que les commandes, les avis d'appel d'offres, tout cela prendra 9 mois, jusqu'aux impressions et à l'acheminement.
Et qui va accepter aujourd'hui que nous puissions encore rajouter 9 mois donc, l'UNC à la ne veut pas période des élections préélectorale? carrément. Mais c'est Si on clair. réfléchit ainsi, Mais l'UNC c'est ne veut pas des clair. élections. Ils ne veulent pas aller aux élections. Parce que si ce n'est pas le cas, ok, qu'ils aillent alors avec des idées à la CENI, où leurs membres siègent aussi, pour dire quel est le mécanisme que nous allons utiliser pour garder la date du 23 décembre 2018, en écartant la machine à voter, mais tout en respectant la date prévue par la loi, par le calendrier électoral. Qu'ils nous disent. Voilà, avec l'UDPS, là, vous avez suivi l'UDPS Tchibala qui rappelle les troupes pour fédérer au sein de l'UDPS Tchibala. Mais nous avons suivi aussi, vous avez parlé de la publication de la liste des partis politiques. Il y a 4 UDPS, si je ne me trompe pas, et pourtant la loi interdit qu'il y ait autant de partis avec les mêmes sigles et tout ça. Comment le ministère de l'Intérieur a permis cela? UDPS Tchibala, UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa et tout ça, mais ça créerait une confusion chez nos mamans, par exemple, qui vont voter à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa. Quand ils verront UDPS, ils peuvent cocher n'importe quel UDPS. Pourquoi une telle confusion? D'abord, il faut connaître l'histoire. C'est que les deux UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi existent depuis longtemps. Exactement. Rappelez-vous qu'ils étaient ensemble. Mouzé arrive et demande aux autres partis politiques de se réformer. Kibasa est allé se faire enregistrer, Tshisekedi a refusé. D'où l'existence de UDPS Kibasa. Puis ensuite, il y a eu Sun City, où Tshisekedi a été signataire. Et tous ceux qui ont été signataires, automatiquement, leurs partis politiques ont été reconnus, d'où la reconnaissance de l'UDPS Tshisekedi. Maintenant, il y a eu des fragmentations de l'UDPS Tshisekedi en 3 par l'UDPS Tchibala et l'UDPS Valentin Moubaki. Maintenant, s'ils pensent que tel ou tel autre UDPS est en train de piétiner le droit de tel ou tel autre, c'est au niveau des cours et tribunaux que ça se règle. Le ministère de l'Intérieur regarde la conformité des demandes d'agrément sur base des arrêtés qui existent, sur base de la loi sur les partis politiques. Si un parti politique remplit ces critères-là, le ministère de l'Intérieur... Est-ce que vous accepteriez, vous, quelles que soient les raisons, Thierry Mosenepo, que quelqu'un se réveille un bon matin, un dissident de la CCU, et crée CCU qui monte tout? C'est pas normal, vous n'allez pas l'accepter. Nous allons l'attaquer en justice. Exactement. Au lieu de faire du verbiage. Nous l'attaquerons en justice parce que nous croyons en la justice de notre pays. Nous l'attaquerons en justice. Voilà, nous allons parler maintenant de la tripartite CENI-SENSA-gouvernement. Vous le savez, les élections approchent à grands pas. Je crois que la CCU de Lomber-Mende est prête pour les élections. Réaction de Jean-Claude Nouvemba et M. Mouton par rapport à la liste des partis politiques. Ça crée des remous, cette liste-là. Et le fameux troisième mandat de Kabila, j'essaierai d'attaquer un peu Thierry Mosenepo par rapport à ce troisième mandat. Probable troisième mandat de Kabila, parce que à Kinshasa, comme on l'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Rien ne sort au hasard à Kinshasa, la capitale, parce que déjà on dit que nous, les marmites sont en train de préparer pour que Joseph Kabila rempile pour un troisième mandat. Le Burundi, vous le savez, le référendum a eu lieu pour que Nkurunziza rempile jusqu'en 2034. Donc, on se pose la question si c'est là à flasher aussi pour Kabila, s'il a aussi envie de remplir jusqu'en 2034 ou 2050. Parce qu'avec Mobutu, nous l'avons accordé 100 ans au Motombele. Et bien voilà, nous allons avoir plus de précision tout à l'heure. Il résulte de cette tripartite SENSA-CENI-gouvernement que la liste des partis et regroupements politiques publiée récemment dans le journal officiel sera rectifiée sur la base des recommandations du SENSA, mais également des éléments complémentaires ou rectificatifs des partis politiques concernés par des omissions ou des données dépassées. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral dit avoir reçu lors de cette réunion des garanties du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, 599 partis et 77 regroupements politiques sont autorisés à fonctionner en RD Congo, selon la liste publiée récemment dans le journal officiel. Elle consacre notamment la coexistence de l'arc d'Olivier Kamitatou et de l'arc originel d'Élysée Mounembwe. Ce document reconnaît aussi l'existence de 4 partis appelés
Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. L'ensemble pour le changement n'est qu'un regroupement politique, électoral, pour emmener Moïse Katumbi Chapoué à la présidence de la République. L'ensemble en soi n'a pas besoin d'une autorisation ou bien d'une étiquette électorale, puisque ensemble regroupe 3 plateformes. Le G7, l'Alternance pour la République, et l'AMK, l'Alliance des mouvements Congo. C'est pour cela, pour nous, quand la Kabylie est en train de spéculer comme quoi qu'ensemble n'y est pas, nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit. On savait très bien qu'en le demandant, ils allaient refuser, comme tout ce qui concerne Moïse Katumbi est néfaste pour le pouvoir kabyliste. C'est pour cela que nous avons 3 grandes plateformes électorales que je viens de vous citer et que l'ensemble ne fait que... Donc c'est ce qu'on appelle le joint venture de toutes ces plateformes électorales. L'UDPS, parlons-en. Le CENSA a eu à déterminer 2 UDPS, Kibasa et UDPS Tshisekedi. Mais maintenant, nous nous retrouvons avec 2 UDPS supplémentaires. Au fait, les 2 là, soyons corrects, ce sont les alliés stratégiques de la Kabylie. Et qu'est-ce qui va se passer avec nos amis là? Vous savez, lorsque vous entraînez l'Union pour la démocratie et le progrès social sur ce terrain de dédoublement, c'est notre terrain de prédilection. Nous allons un à un, nous allons les fusiller. De la même manière que nous avons fusillé Birindoa avec son UDPS national, nous avons fusillé l'UDPS Kibasa et rassurez-vous, avec un seul député à l'Assemblée nationale contre 42 ou 48 de l'UDPS, Moubake et Tchibala subiront le même sort. Ils vont se retrouver dans le panier de l'histoire. Je pense que là, ils sont en train de jouer avec le fait. Si vous lisez le préambule de notre Constitution, il y a eu des morts. Parce que les gens ne voulaient pas que quelqu'un reste au pouvoir par la force. Donc la légitimité du pouvoir, c'est la base des conflits que nous avons connus dans ces pays. Et là, moi, je m'adresse précisément au président Kabila. Nous l'avons vécu aujourd'hui. Moi, j'ai vu à Tundu, qui a vécu avec Mobutu, qui dit, si on veut que Katumbi soit candidat, alors on doit aussi accepter la candidature de Joseph Kabila. Oubliant que le Messie en question est allé accompagner Mobutu, lui laissant seul au Maroc, revenir aussi avec Kabila. Nous allons les chasser conformément à la Constitution. Nous nous battrons pour faire respecter la Constitution. Chose grave, vous voyez aujourd'hui, on amène Maître Nkoulou, on amène à la Cour constitutionnelle. Mais certaines langues, ils auraient dit que ce que Cyril et Mirindi est en train de faire a été coopté avec Maître Nkoulou, aurait coopté avec Maître Nkoulou. Mais l'homme qui a fait le ballon d'essai se retrouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. C'est pour montrer qu'il se prépare à défier tout un peuple. Mais je leur ai dit, le peuple en colère est plus fort qu'une bombe atomique. Qu'ils osent, nous allons répondre coup pour coup. Nous n'accepterons jamais que personne vienne violer la Constitution que nous nous sommes bâtis des années et des années. Et là, j'attire l'attention au président Kabila. Si on les trompe, notre peuple est debout. Et cette fois-ci, on va en finir une seule fois pour tout. Thierry Monsenepo, vous avez vu ce jeune homme qui parle par rapport à ce fameux 3e mandat qui commence déjà à circuler dans la ville de Kinshasa, mais le chef de l'État a dit qu'il respectera la Constitution. Mais la population se pose la question, quelle Constitution? Vu déjà les exemples d'ailleurs, les référendums qui se font aussi, est-ce que le référendum n'est pas déjà dans vos valises? Vous ne préparez pas le référendum? Non, le référendum, c'est un acte démocratique qui permet à ce que la population soit consultée sur une question donnée.
Et ce qui s'est passé au Burundi, vous l'avez dit, c'est le vœu du peuple burundais. Vous en êtes sûr? Oui, parce que nous avons vu comment est-ce qu'il y avait une influence extraordinaire dans les bureaux de vote. Mais vous n'avez pas vu les massacres, vous n'avez pas vu comment on a massacre de la population, comment on chicotait les opposants, comment on empêchait les opposants de parler. Vous ne voyez que le côté de la majorité? Non, j'ai vu le leader de l'opposition du Burundi s'exprimer sur le micro d'Africa News. Quand vous dites qu'il ne parle pas, je me demande... Africa News n'est pas burundais, hein. C'est comme ici, on parle à RFI. Donc chez eux, les médias, vous le savez mieux que moi, nous sommes tous des médias. Vous savez bien qu'au Burundi, les médias ne sont pas comme en RDC quand même. Il faut pas se voiler la face. Je ne sais pas, heureusement qu'aujourd'hui vous reconnaissez que les médias en RDC ont eu une totale liberté. Donc madame, on n'a jamais renié. En RDC, lorsque les gens se permettent de faire des procès d'intention, ce n'est pas acceptable. Le référendum est un acte démocratique qui peut être initié par vous ou par moi. Ça n'a rien à voir avec un projet dans un tiroir de la majorité, de l'opposition ou de je ne sais où. Même l'opposition peut initier un référendum. Ce n'est pas interdit, c'est constitutionnel. Le peuple s'exprime par voie référendaire aussi. Maintenant, lorsque je suis, encore une fois, que l'on dise que le passage de Maître Nkoulou aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pour supposer un troisième mandat du président Kabila. Comme si Maître Nkoulou, avec toute l'intelligence qu'il a, il ne peut pas mettre cette intelligence au service de la Cour constitutionnelle sans pour autant qu'il y ait des procès d'intention sur lui ou des suspicions. Le président de la République a clairement dit qu'il va respecter la Constitution. Et il n'y en a pas deux, madame. Nous n'avons que celle-là qui a été promulguée par le chef de l'État et qui a été votée par référendum par les Congolais. Donc si les gens aujourd'hui sont en train de se faire mal dans leur cerveau en essayant de porter des procès d'intention sur la majorité, libre à eux de le faire. Rappelez-vous qu'il y a un député de la place qui a dépensé de ses émoluments pour commander 4 conteneurs de t-shirts pour la campagne « Ne touche pas à mon 220 ». Aujourd'hui, tous ces conteneurs sont bloqués dans son hôtel. Il ne sait pas quoi faire de ces polos. Malheureusement, personne n'a touché à son 220 et lui a gardé les polos. Voilà. Donc, troisième mandat de Kabila, ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'un leurre, mais quand même en Afrique, on sait comment ça se passe, parce que les gens se disent, jusqu'à aujourd'hui, à quelques mois des élections, le dauphin ou les probables successeurs de Kabila, on ne les connaît pas. Aux États-Unis, moi, je prends les exemples des vieilles démocraties. Quand on sait qu'il y a des élections déjà après 1 année ou 2 ans même avant ou quelques mois avant, on connaît déjà les successeurs, on sait qu'ils se battent pendant les primaires pour succéder au prochain, à l'ancien président. Mais chez vous, à la majorité présidentielle, il y a un flou artistique, un flou bien organisé. On ne sait même pas qui peut être le probable successeur du chef de l'État. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que vous avez peur de parler au chef de l'État? Personne ne veut sortir sa tête de l'eau pour dire « je suis candidat à la majorité présidentielle » ou on vous oblige de ne pas le dire. Non, madame, vous savez que nous sommes libres. Il y a des intelligences à la majorité présidentielle. Oui. On ne comprend pas comment les gens n'osent pas se présenter à la majorité présidentielle comme candidat président de la République. Mais je ne comprends pas non plus pourquoi les gens veulent que la majorité se comporte comme eux ils veulent. Ne sommes-nous pas libres d'avoir notre propre stratégie? Est-ce que vous faites la politique pour vous ou pour cette population? Qui vous le demande? Vous faites la politique pour vous? Si la population veut connaître le prochain successeur de Kabila, est-ce que vous allez refuser à cette population le droit de connaître votre prochain? C'est la population qui vous donne le vote, vous a donné mandat pour vous dire, Madame Paulette, nous voulons que vous puissiez demander à la majorité qui est leur candidat. La population attend que nous puissions aligner notre candidat au moment des élections. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Vous attendrez jusqu'à la dernière minute. La population congolaise au moins sait que la CENI a dressé un calendrier. Il y a la convocation de l'électorat qui signifie le dépôt des candidatures. Et c'est en ce moment-là que la population saura qui sera candidat ou pas. Mais pourquoi vous voulez nous imposer le jeu de ceux qui, depuis, ça fait 10 ans, sont candidats président de la République? Nous avons notre stratégie. La majorité présidentielle se prépare aux élections sérieusement. Mais nous ne faisons pas une préparation de tambour ni de cirque. Nous n'avons pas besoin de faire une politique pour plaire à qui que ce soit, si mais vous faites cette politique pour plaire à votre public. Si votre public a besoin de connaître le successeur de M. Kabila, mais pourquoi vous en faites un mythe? Pourquoi vous en faites je ne sais pas moi quoi? Notre public, c'est nous autres, moi y compris. Et vos militants ne vous demandent jamais la question qui fait le successeur de Kabila? Mais nos militants sont informés de nos stratégies. Si vous voulez aussi être informé de nos stratégies, donc il faut adhérer au MFP. Mais non, c'est faux. Là, vous faites de... Si vous ne voulez pas devenir militante,
attendez la convocation de l'électorat, vous connaîtrez qui sera candidat où, qui sera candidat à quel niveau, au niveau de la majorité présidentielle. Et vous êtes candidat ne vous dérangez pas. Je sais que vous n'êtes déjà pas candidat président de la République parce que vous avez tous peur à la majorité d'être le successeur de Non, ce n'est pas une question de peur. Donc vous êtes à la députation nationale. Ce n'est pas une question de peur. On Et ne vous peut dites pas quoi? avoir C'est une question de peur. stratégie. C'est notre stratégie. Moi, je suis de garder candidat. les suspens jusqu'à la fin, quoi. Mais c'est un jeu politique. Tout simplement. Le suspense peut aussi être. Vous avez peur qu'on achète votre dauphin? L'acheter par qui? Le problème, ce n'est pas une question d'achat, parce que la majorité présidentielle, ce n'est pas. On pratique la même politique que vous de rachat des opposants? Non, 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 non. Nous n'achetons aucun opposant. Il faut respecter nos opposants qui, à un certain moment, se rendent compte qu'ils étaient dans le mauvais chemin. Mais si le chef d'État ou si la majorité présidentielle demande aux opposants, si la majorité demande aux opposants qui sont dans le gouvernement d'allier la majorité présidentielle, c'est quoi ça? Mais écoutez, c'est parce qu'ils sont au gouvernement qu'ils doivent être... Vous allez interdire à la majorité présidentielle de ratisser large alors mais qu'il y a, des opposants? Non. C'est pas de l'achat? Moi, j'ai un président provincial dans la province du Sud-Ubangui qui vient de rallier un parti de l'opposition. Pour ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsque la majorité dit « nous voulons récupérer ou expliquer notre projet de société à tel monsieur pour qu'il rejoigne nos troupes », c'est un péché. Mais c'est méchant. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le social, le côté social. Nous allons parler du premier vol de Congo Airways. Vous le savez, notre compagnie nationale essaye de déployer ses ailes. Sous Mobutu, quand même, Air Zaïre était le fleuron de l'aviation en Afrique aujourd'hui. Mais quand on a fait le classement des sociétés d'aviation en Afrique, eh ben, c'est Ethiopian Airlines qui nous a battu, qui nous a damé le pion. Campagne de sensibilisation par rapport au projet d'Inga. Inga, comme vous le savez, ce grand barrage qui ne nourrit que les étrangers, selon une certaine opinion, parce que chez nous, on n'a pas de courant. Et nous allons terminer par la levée de corps de Rossi Mukendi. Vous l'avez suivi, hein. Enfin, Rossi Mukendi a été enterré ce samedi. Les militants membres du mouvement pro-démocratie, membres de famille et autres ont répondu ce jour à l'appel du comité laïque de coordination pour rendre les derniers hommages à Rossi Mukendi Chimanga. Banderoles, t-shirts à l'effigie de celui qui aurait été abattu pour avoir réclamé les élections ont planté les décors. Les activistes des mouvements citoyens ont assisté à la levée de la dépouille mortelle à l'hôpital général de référence de Kinshasa avant de faire presque une procession jusqu'en la salle à Sanef. Une marche qui n'a pas été aisée car les éléments de la PNC se sont des fois interposés, indique Christopher Ngoï Moutamba de la société civile. Enfin, aujourd'hui, le corps a été rendu à la famille, au peuple congolais, après des tractations comme vous dites là, des tractations de la honte. Parce qu'il fallait-il vraiment qu'on garde ce corps plus de 3 mois après. C'est une honte. Et nous avons vu même la provocation de ce matin. La police s'est immiscée dans le programme en enlevant le corps, en précipitant la sortie du corps. Tout ça démontre que eux-mêmes là, les gens du pouvoir, sachant ce qu'ils ont causé comme tort, ils se proches de quelque chose, malgré les garanties que nous donnons. Rossi n'est pas mort pour rien. Je crois qu'il est mort pour donner une leçon, donner un message et surtout susciter un engouement, un élan. Aujourd'hui, nous sommes engagés, nous ne pourrons plus reculer. Ce samedi 19 mai, il est prévu une messe de funérailles à la cathédrale Notre-Dame du Congo, bien avant l'inhumation. Pour rappel, Rossi Mukendi a été abattu lors de la marche pacifique à l'appel des laïcs catholiques le 21 février dernier. L'Institut supérieur des techniques appliquées est la première étape des séries de campagnes de sensibilisation sur les enjeux du projet INGA 3. Le président de l'ONG Études d'impact et des normes environnementales a souligné que parler de ce projet, c'est faire référence à l'article 48 de la Constitution qui stipule que chaque Congolais a droit à un logement, droit à l'accès à l'eau et à l'énergie.
Maître Raphaël Okonda donne ici le but de cette première étape. Le but de cette sensibilisation, c'est pour que les étudiants qui sont les intellectuels puissent comprendre les avantages et les inconvénients du projet INGA. D'abord, qu'ils aient l'information sur le projet. 2, qu'ils fassent une analyse profonde sur les avantages et les inconvénients du projet INGA. Bon, le milieu universitaire, c'est parce que nous sommes en face des intellectuels qui peuvent nous aider à faciliter la tâche pour la compréhension, parce que beaucoup de gens ignorent le projet INGA. Pourquoi le choix de l'ISTA en premier lieu? Le professeur Bernard Ndaye répond. Si on a choisi l'ISTA, ça se justifie. L'ISTA, d'abord, c'est la plus grande institution d'enseignement supérieur qui forme les techniciens de haut niveau, donc les cadres dans le domaine des sciences et technologies dans notre pays. Et puis, au niveau de l'industrie, le petit outil industriel du pays est maintenu à 80% par les ingénieurs formés par l'ISTA. Cette campagne met l'accent sur l'aspect juridique de ce projet. Retenez que cette activité va s'élargir dans d'autres institutions universitaires dans le tout prochain jour. Baptisé Musée Laurent Désiré Kabila, Airbus A320 aux couleurs nationales a flotté le week-end dans le ciel sud-africain. Congo Airways a effectué avec succès son tout premier vol commercial inaugural au pays de Nelson Mandela. C'est à 8h25 local que ce léopard de l'air a décollé à Kinshasa pour atterrir vers 14h sur les tarmac de l'aéroport Oliver Tambo. C'est avant d'avoir fait une escale à Lubumbashi où il a embarqué d'autres passagers. Avec un équipage expérimenté et une flotte jeune, Congo Airways semble rencontrer la satisfaction de sa clientèle. On est ravis d'être traités à bord, donc on est traités comme des princes et c'est excellent, ponctuel, confortable, magnifique. Bravo, félicitations, que ça continue. Cet autre premier passager à destination de la nation arc-en-ciel n'a pas caché son soutien à la compagnie aux couleurs rouge, bleu, jaune. Excellent dans le sens où il fallait qu'une compagnie nationale puisse apporter également cette possibilité de voyager vers l'extérieur, dont dans ce cas-ci l'Afrique du Sud, à Johannesburg, et à nous aussi, en tant que ressortissants étrangers ou même nationaux, de soutenir la compagnie et de soutenir le Congo dans ce genre de démarche. À des prix défiant toute concurrence, Congo Airways sera bientôt à Douala, Luanda, Bujumbura et Abidjan. Comme qui dirait, avec Congo Airways, c'est le plaisir de voyager. Nous sommes en train d'atterrir Thierry Mosenepo, Congo Airways, premier vol vers l'Afrique du Sud. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Une fierté immense de voir qu'une société qui a été créée, ça fait pratiquement 26 mois, commence déjà à déployer, non seulement dessert l'intérieur du pays et continue à rallier d'autres points de notre nation, mais maintenant commence à aller au-delà. C'est une fierté et ça sera avec plaisir que prochainement j'irai en Afrique du Sud avec notre compagnie aérienne nationale. Et par rapport à l'aéroport, c'est vrai qu'on ne peut pas parler des vols sans aéroport. Vous êtes allé déjà à Jobourg, je ne me trompe pas, vous avez vu l'aéroport Oliver Tambo d'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, chez nous, le président de la République a inauguré l'aérogare qui sera terminé d'ici 2 ou 3 ans. Mais un internaute m'a dit de vous poser carrément la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit pour créer un autre aéroport carrément? Pourquoi mettre des modules dans un ancien aéroport? Non, non. Le module qui a été construit récemment, c'était pour permettre de désengorger l'ancien aéroport de Ndjili. Maintenant, c'est l'aérogare définitif qui va être construit, qui va permettre justement d'accueillir les 2 millions de passagers par an qui sont prévus par le flot des voyageurs qu'il y aura pour l'aéroport de Ndjili.
C'est bien après, c'est vrai qu'on va réfléchir sur d'autres aéroports. Mais pour l'instant, le plan total de Njili va maintenant être exécuté. En attendant de pouvoir engranger les fonds qu'il fallait pour financer la construction du plan définitif, le module a été construit pour permettre de désengorger la partie existante de l'aéroport de Njili. Et le chef de l'État a inauguré cet aérogare et les mauvaises langues disent qu'il peut être là quand ça va commencer, donc dans 3 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait pour être lui aussi le seul qui inaugurera cet aéroport dans 3 ans? Et pourtant, dans 3 ans, il ne sera plus là. Mais je ne comprends pas. Je peux, aujourd'hui, en tant que Congolais, aller inaugurer un pont dans mon village. Ce n'est pas parce que je suis président de la République ou pas que je vais le faire. Joseph Kabila est Congolais. Ceux qui disent qu'il ne sera pas là dans 3 ans, c'est sur base de quoi? Comme chef de l'État. Quand on cesse d'être président, on n'est plus Congolais? Pas du tout. Donc, le chef de l'État... C'est le prochain président qui inaugurera le nouvel aéroport de Njili? Moi, je suis chrétien. Demain appartient à Dieu. Si Jésus vient nous prendre, moi j'irai au paradis. S'il vient ce soir, comment je peux commencer à penser ce qu'il y aura dans 3 ans? En tant que chrétien, je me prépare et je remercie un Dieu pays pour le gère présent. donc un mandat de 2 x 5. Donc après 10 ans, je crois que le chef de l'État ne sera plus là pour inaugurer le prochain aérogare de Njili d'ici 2000. Nous sommes en 2016. Ce qui m'étonne, c'est que 2020 ou 2019. Madame Paulette, je crois que le Congolais a, en tout cas ceux-là, les extrémistes, sont dans l'autoflagellation perpétuelle. Le chef de l'État va poser un acte symbolique. Pose de la première pierre pour la construction de l'aérogare. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être content de cette œuvre, les gens commencent déjà à dire il ne sera pas là, il y aura le déluge. Ça n'a pas de sens. Bon, continuons dans la pose de première pierre, parce qu'on a dit que le chef de l'État a posé beaucoup de premières pierres, mais rien n'a suivi. Les exemples sont légion. Tel que la sucrerie vers la province orientale, qui n'a jamais vu le jour, toujours en construction. Donc toutes les pierres que le président de la République a posées sont en construction. Vous oubliez l'immeuble de l'administration publique qui se trouve ici, à côté du Palais du Peuple. Vous oubliez l'institut qui est juste en face. Donc, il pose les premières pierres et les actions s'en suivent. Mais bien sûr. Exactement. Nous allons terminer par Rossi. En tout cas, permettez-moi encore 1 minute. Nous allons parler de Rossi. Rossi a été enterré. Et out of the record, je me permets d'ailleurs de dire, vous nous avez dit que Rossi est mort pour rien. Pour vous, Rossi est mort pour rien? Pour moi, Rossi est mort pour rien parce que c'était un garçon dont le pays avait besoin, mais qui a été manipulé par ces faucons du CLC, par ces extrémistes qui Il y en a aussi chez vous, hein, lui ont fait entrer dans la tête qu'il ne fallait pas aller aux élections, qu'il fallait casser la machine Congo, qu'il fallait casser les institutions de la République. Mais aujourd'hui, ces personnes sont prêtes à aller aux élections. Mais qui a tiré sur Rossi, ce n'est pas le CLC. Il ne faut pas faire l'amalgame aussi, Thierry Mosselou. Non, mais ce n'est pas les membres du CLC qui ont pris le revolver ou le fusil, qui ont braqué sur Rossi et qui ont tiré sur lui quand même. Les circonstances de la mort de Rossi sont connues, c'est-à-dire... Toujours pas élucidé, hein? Si, c'est pas élucidé, on ne sait pas qui a tiré sur Rossi. Le colonel Monamputu a présenté à la presse le policier qui a tiré à balle en caoutchouc mais qui a tué, à distance non réglementaire. Et les membres du CLC qui se trouvaient sur place, au lieu de permettre aux Croix-Rouges et à la police de secourir le monsieur blessé, ont séquestré son corps. Ils l'ont confisqué pendant des heures, ce qui a fait qu'il puisse finalement mourir. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, ces personnes qui ont dit à Rossi, va dans la rue, casse, soit contre les institutions parce qu'on ne veut pas des élections, sont aujourd'hui en train de soutenir le calendrier électoral. Voilà le cynisme. Mais Rossi n'était pas un voyou, Rossi ne cassait pas voilà dans la rue. Rossi revendiquait calmement, démocratiquement. Vous avez déjà vu Rossi casser quelque part? Madame il ne faut pas Paulette. dévoyer son image. Madame tout de même. Paulette. La police était en face des individus qui, malgré l'interdiction, la police était devant des individus qui, malgré l'interdiction de l'autorité municipale, ont voulu investir la voie publique par la force. Et la police a réagi, sans pour autant savoir que tel s'appelle Michel,
tel s'appelle Claude ou tel s'appelle malheureusement le pauvre aussi. Voilà. C'est un dégât collatéral, donc vous le dites. C'est la responsabilité du CLC. Le comité laïque de coordination est responsable. Et pas d'autres personnes. C'est le CLC qui a manipulé des jeunes pour les emmener dans la rue, dans une cause qu'ils savaient perdue. Vous n'amenez jamais les jeunes dans la rue, vous, pour revendiquer ou pour autre chose? On ne vous tire jamais dessus. Hein. Pour revendiquer qu'on nous rende justice sur la mort de Lumumba. Nous l'avons fait vous tire pas dessus. Devant l'ambassade. On ne vous tire pas dessus. Pourquoi? Mais écoutez, on ne vous tire pas dessus. On n'a pas tiré, on n'a pas tiré sur l'UDPS dernièrement lorsque l'UDPS a quand c'est Lucha qui fait enlever de la saleté, on tire sur Lucha, mais quand c'est l'autre du PPRD, on ne tire pas sur... Ils font la même chose, mais quand c'est Lucha, on tire sur Lucha. Pourquoi? Je n'ai pas vu là où on tire sur Lucha puisqu'ils enlèvent des sachets. Lorsque l'UDPS... à Kinshasa, vous voyez les images. Lorsque l'UDPS, oui, nous voyons justement... Lorsque l'UDPS informe à l'autorité municipale qu'ils vont tenir le meeting à un endroit X et que l'autorité municipale les accompagne par la sécurisation de leurs manifestants, ce jour-là, il n'y a pas de tir. Mais lorsque des gens, que même moi CCU, j'ose aujourd'hui en sortant d'ici, commencer à réunir des jeunes et marcher sur le boulevard du 30 juin, je vais me faire arrêter. Et si nous continuons, nous allons recevoir des gaz lacrymogènes. C'est comme ça dans le monde entier. Pourquoi ces gens, notamment du CLC, lorsqu'il faut marcher ici, ils informent et s'en fichent de la position de l'autorité municipale, sans donner l'itinérance, mais lorsqu'ils font la marche à Rome, ils donnent l'itinéraire. Donc il faut respecter là où il y a le Muzungu et piétiner dans son propre pays. C'est ce que nous refusons. Et aujourd'hui, ils portent la responsabilité de cette pauvre famille qui est restée sans leur père, sans leur fils, sans leur ami. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les derniers mots de Thierry Monsenepo, président de la Ligue de jeunes de la CCU, Convention de chrétiens des Congolais unis. Merci. Bon, nous sommes aussi chrétiens, donc pourquoi pas. Merci donc, mesdames et messieurs, pour votre fidélité, chers internautes. Vous avez cherché à voir Thierry Monsenepo, ben voilà, il est là, une intelligence de mon pays qui a choisi son camp, il a dit, il assume parce qu'il veut voir un Moussa Kata aussi riche, il veut voir aussi... Ah, je ne suis pas encore riche. Voilà, mais ça viendra, il veut voir aussi dans sa des universités, des écoles. Il veut voir aussi... c'est quoi encore la province avec le découpage? Voilà, Maïndombe. Vraiment, excusez-moi le découpage, je n'y arrive toujours pas. Il veut voir aussi le Maïndombe évoluer comme ailleurs. Il y a eu une université flambant neuve au Manima et pourquoi pas une université flambant neuve à Maïndombe. On espère que le Premier ministre Moussa Kata nous fera peut-être une université à Maïndombe, espérons. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ça c'était une boutade, nous allons nous retrouver avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.